Est-ce que tu penses qu'un ingénieur français aujourd'hui et les entrepreneurs français, on en a plein dans la salle, peuvent refaire la même carrière que toi, plus ou moins? Et si oui, comment toi tu le vois, sachant que le monde a complètement changé, les technologies ont changé, on accède au développement de technologies beaucoup plus facilement, les IPO il n'y en a plus, comment tu vois ça aujourd'hui si quelqu'un aurait à refaire cette carrière? Je dirais que le même parcours est très difficile à refaire, parce que c'est un parcours qui était possible à une certaine époque, à un certain endroit. Le même parcours est beaucoup plus difficile à faire aujourd'hui. Par contre, il y a d'autres parcours qui sont possibles. Donc, je reviens sur l'anecdote de la tranche d'âge 53-56. Bon, il y a certaines personnes qui ont la chance d'être nées dans cette tranche d'âge, et donc qui ont une part démesurée de chance au point de vue de l'opportunité de commencer quelque chose. Aujourd'hui, il y a d'autres opportunités qui sont différentes. Bon, maintenant, c'est l'ère de Mark Zuckerberg et des gens comme ça. C'est plus l'ère de Bill Gates, de Steve Jobs. C'est des gens qui sont nés en 55 comme moi. C'est difficile, tu dis que tu as eu de la chance, tu es né en 55, dans cette tranche d'âge, mais c'est difficile de croire quand on regarde ton résumé, comme on dit en anglais, que tu as fait une seule erreur. Je me risque quand même, si tu en as fait une ou deux, sont lesquelles et comment tu ferais différemment aujourd'hui? En fait, j'ai fait des tas de grosses conneries. Mais par plusieurs écarts, j'ai eu de la chance que ça n'a pas été fatal et qu'en fait, ça m'a permis de faire des choses un petit peu différentes. Je parlais de Mark Zuckerberg, donc petite anecdote intéressante. Combien d'entre vous avez vu le film The Social Network? Rappelez-vous du moment où Mark Zuckerberg vient en Silicon Valley et il frappe à la porte d'investisseurs pour lever de l'argent pour financer Facebook, qui à l'époque s'appelait The Facebook. Je ne suis pas dans le film parce qu'en fait, j'ai interviewé Mark Zuckerberg. J'ai trouvé intéressant, mais enfin, que c'est pas les barres. Il y avait des tas de gens plus intelligents que lui que je connaissais à Stanford, qui faisaient des choses plus intéressantes, plus compliquées, alors que lui, bon, il avait bougé quelques boutons sur la homepage, et puis il me parlait avec excitation de la façon dont tous ses collègues allaient pouvoir rester en contact les uns avec les autres après leur sortie d'école. Je trouvais que c'était intéressant, mais enfin, c'était pas vraiment inspirant. Et surtout, il ne pouvait pas me convaincre qu'il allait faire de l'argent un jour. Et il se trouve que je l'avais interviewé parce que mon ami Jim Breyer, qui est le Managing Director de Axel, l'avait rencontré et ça l'intéressait beaucoup. Il m'avait appelé en me disant « Eric, est-ce que tu peux interviewer ce jeune ?» Les bureaux de Axel sont à 50 mètres de mes bureaux, donc je lui ai dit « Écoute, pas de problème. On va prendre un pot juste à côté de la Apple Store sur University Avenue. » Et c'était en fin 2004. Et le jour d'après, je lui donne mon compte rendu. Je lui dis, écoute, Jim, ouais, c'est intéressant, mais enfin, si j'étais toi, je n'investirais pas. J'avais allé bien loin. Bref, j'abrège les détails, ça serait peut-être un petit peu trop embarrassant pour moi. Mais en tout cas, toujours est-il que Jim a écouté ses instincts plutôt que de m'écouter. Et il a fait l'investissement de lead investment dans Facebook. Et c'est pour ça que la semaine dernière, Jim était sur la couverture de Forbes Magazine comme le venture capitalist qui a eu le plus de succès depuis 10 ans. Donc moi, j'ai la distinction de ne pas avoir reconnu Mark Zuckerberg parmi... J'ai d'ailleurs pratiquement jamais investi dans tout ce qui est Web 2.0, social networks, parce que je dois avouer que j'y comprends rien du tout. Je ne vais pas te demander une deuxième erreur, celle-là est suffisante. Ça va nous aller. Tu démarres ton fonds.
Global Venture, en 2003. C'est un peu pour ce que tu appelles la troisième phase de ta carrière, et en termes de coaching justement. Et donc, qu'est-ce que tu fais de différent par rapport aux autres business angels qui existent dans la vallée ou les autres venture capitalistes? D'abord, j'ai voulu faire un changement parce que être CEO d'une grosse société, c'est surtout dans une société qui bouge beaucoup, c'est très fatigant. Et c'est même carrément aliénant. Donc il y a très peu de personnes qui arrivent à le faire pendant 30 ans. Moi, j'ai fait pendant 13 ans et ça m'a suffi. Donc je voulais faire quelque chose d'un peu différent, mais je voulais le faire de façon à... Je voulais rester dans cette industrie, parce que c'est une industrie que j'aime. Je voulais avoir une espèce de stimulation intellectuelle. Et en même temps, je voulais permettre à une nouvelle génération d'entrepreneurs de faire leur trou, de faire leur carrière, d'écrire leur parcours. Et donc, ma philosophie d'investissement, c'est d'investir dans peu de choses, mais de le faire en profondeur et de façon très active. Donc, il y a d'autres investisseurs qui font du angel investing, qui ont beaucoup de succès, mais ils utilisent la méthode spray and pray, donc méthode statistique, donc un petit peu d'argent, donc beaucoup d'opportunités, en général des opportunités en logiciel, parce que ce n'est pas tellement intensif au point de vue capital. Et sur le tas, bon, il y a des Facebook, il y a des Yahoo, il y a des Google, bon, ça arrive une fois sur 1000, une fois sur 10 000. Mais au bout du compte, c'est quelque chose qui peut tenir la route. Ça peut tenir la route pour une certaine époque. C'est-à-dire qu'encore une fois, le thème des innovations incrémentales, on peut faire de l'incrémental comme ça pendant un certain temps si beaucoup de choses fondamentales ont déjà été résolues. Donc on peut capitaliser sur les inventions fondamentales qui ont été faites dans la génération précédente. Mais tous les problèmes ne viennent pas impacter dans une petite boîte en disant voilà 50 000 $ et on résout. Il y a des problèmes qui sont simples, des problèmes qui sont moyennement compliqués, et des problèmes qui sont très complexes. Et ceux qui sont très complexes, ça prend beaucoup de temps et beaucoup de capitaux. Donc, moi, je préfère investir dans des problèmes qui sont au moins moyennement complexes, parce que c'est plus intéressant, ou même très complexes, parce que c'est encore plus intéressant, plutôt que des problèmes qui sont, somme toute, moins stimulants en général. Donc c'est pour ça que je n'ai pas tellement d'intérêt dans tout ce qui est social networks. Parce que c'est plutôt des problèmes de marketing, plutôt que des problèmes technologiques. Et je ne me sens pas vraiment à mon aise là-dedans. Alors que les problèmes technologiques, je dirais que c'est beaucoup plus dans mes cordes. Donc c'est ce que je fais. J'investis dans un portefeuille assez limité de sociétés, donc 10 environ, mais j'investis en profondeur. Donc je fais 10 sociétés avec mon partenaire, alors que d'autres fonds de la même taille iraient à 50, 60, 70. Donc je passe beaucoup plus de temps et j'essaie d'utiliser ce temps pour conseiller l'entrepreneur, pour essayer pas pour faire son boulot, mais pour essayer de lui éviter des écueils que j'ai rencontrés moi-même. Quels sont, j'ai bien compris, il n'y a pas de Web2O, mais est-ce qu'il y a des industries qui t'intéressent beaucoup en ce moment, dans lesquelles tu investis ou tu n'investis pas, mais qui t'intéressent vraiment? Je n'investis que dans les secteurs où je comprends la technologie et je comprends un petit peu l'écosystème. Donc j'investis en communication, en réseau. Bon, maintenant la plupart des réseaux c'est wireless, donc j'investis beaucoup là-dedans. En sécurité. Et il se trouve que tous ces secteurs que j'énumérais sont les secteurs qui sont accélérés par le cloud computing. Donc c'est une tendance de fond, c'est une espèce de lame de fond qui accélère ces trois choses où j'ai quelques compétences et c'est là-dedans que je mets mes capitaux. Et il y a plein d'entrepreneurs dans la salle, il y en a peut-être qui aimeraient être fondés par ton fonds. Qu'est-ce que tu recherches dans une équipe quand
quand tu t'intéresses à un projet? Est-ce que tu recherches quelque chose de particulier? Je dirais que d'abord, la chose la plus importante à mon avis, c'est qu'il faut que la société s'adresse à un marché important. C'est-à-dire que les erreurs technologiques, même si on en fait, on en fait toujours, on peut plus ou moins se rétablir. Des erreurs d'équipe, à moins que ce soit des erreurs vraiment fondamentales, on peut aussi les réparer s'il y a un membre de l'équipe qui est faible ou s'il y a un manque de compétences dans certains domaines, on peut en général pallier ces déficiences. Par contre, si le marché est faible de manière congénitale, il n'y a pas de parade, on ne peut pas s'en sortir. Donc la première des choses, c'est que j'essaie de me convaincre que le marché existe, ou qu'il va exister, et qu'il va exister en taille suffisamment importante pour que ça vaille le coup de lancer une société. Deuxièmement, j'essaie de me convaincre qu'il y a une différence entre interesting et compelling. Je ne connais pas les traductions françaises précises, mais la plupart des business plans que je revois, la plupart des équipes que je rencontre sont interesting, mais ne sont pas compelling. Il y a une différence essentielle. Les interesting ne méritent pas d'être investis, alors que les compelling méritent. Donc, tout l'art de l'investissement, c'est d'essayer de tracer cette ligne entre interesting et compelling. Et pour le reste, c'est plutôt du travail assez répétitif. S'assurer que le plan tient la route, s'assurer que l'équipe est complète, s'assurer qu'il y a un plan avec des milestones, s'assurer que les opérations tournent. Ça sont des choses c'est pratiquement une deuxième nature pour moi, parce que j'ai fait ça depuis 35 ans. Par contre, les choix que j'ai énumérés, si on se plante, on se plante de façon assez spectaculaire. Tu connais bien tout le marché du network computing, c'est un marché mature. Est-ce qu'aujourd'hui il y a encore d'innovation et si tu peux nous donner des indications sur cette innovation, où elle se passe, comment elle est, est-ce que ça a un lien avec le fait que tu apprends le chinois, par exemple? Oui, évidemment, il y a beaucoup d'innovations, mais ce sont des innovations qui sont de nature différente des innovations des années 70 ou 80 qui ont donné naissance à l'industrie. Donc aujourd'hui, les infrastructures de réseau existent. Notre génération a eu le privilège inouï de concevoir et de construire l'Internet que nous connaissons aujourd'hui. C'est Internet qui est loin d'être parfait, mais qui tourne malgré tout. Par contre, il ne tourne pas assez bien dans les tas de catégories de trafic et de conditions d'utilisation. Donc, il y a beaucoup de problèmes à résoudre, mais on ne peut pas les résoudre en faisant table rase. Donc, on est beaucoup trop gros, enfin, l'infrastructure en place est beaucoup trop grosse pour qu'on puisse la remplacer. Donc, tout ce qu'on invente doit se greffer sur une infrastructure existante. Et jusqu'à environ 2 ans, on n'avait pas vraiment de moyen de faire cette greffe. Parce qu'on ne pouvait pas vraiment faire d'expérimentation sur l'Internet existant. Par exemple, de passer d'adressage V4 à adressage V6, c'est très très compliqué. Et il y a environ 2 ou 3 ans, il y a un papier qui a été écrit par des gens de Stanford en particulier, qui s'appelle OpenFlow. Et OpenFlow permet d'ouvrir une espèce de porte d'expérimentation pour de nouveaux protocoles dont on va avoir besoin pour la prochaine vague de l'Internet. Et donc, OpenFlow permet de standardiser certaines interfaces qui permettent donc d'expérimenter avec de nouveaux protocoles dont on va avoir besoin pour, par exemple, gérer des flux sécurisés, des flux de médias,